Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste le milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans le Juste Bistrot pour cette nouvelle semaine de plaisir. J-4 avant France-Nouvelle-Zélande, ouverture de la Coupe du Monde de rugby, les copains, ça va être une semaine de fou. Ça va être une semaine de fou, je peux vous dire, avec tous les poteaux, là, ça on va être au bar, ça va être incroyable. Ça va être incroyable, ça va être énorme. Allez les Bleus, bien évidemment, on va en parler. On va en parler aujourd'hui, vous vous en doutez. Beaucoup de choses à se dire, les amis. Ils n'ont pas chômé pendant le week-end. Mais en attendant, d'abord, petite introduction. On se retrouve, on est entre nous, ça fait plaisir. J'espère que vous, ça va. Les copains, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez rechargé les batteries. Ça, c'est le plus important. Merci à Dadao76, 16e mois de sub. Alors ça... Là, ça commence à faire beaucoup. Et merci également à Urkando66, 3e mois. Mais ça va venir. Un petit peu de patience, ça va venir. Voilà les copains. Est-ce que vous, ça va? Est-ce que le week-end a été bon? Voilà, je vois certains qui font attention aux détails. Massan3466 qui dit « Chez le coiffeur, Rémi, à ce que je vois, eh oui, il y a du travail, il y a de l'esthétique. » On remercie Charlotte, voilà, qui a fait ce travail. Bon, voilà, fait ce qu'elle a pu, hein, c'est toujours pareil. Hein, on fait ce qu'on peut. Alors, il y a qui dit « Ton son est comme étouffé. » Merde. Est-ce que vous validez ça? Est-ce que je touche à la technique ou pas? C'est la question à se poser. Merci à Galdov pour le sub 15e mois, merci beaucoup. Et Zabou1961, 17e mois. Ça, c'est fort. Ça, c'est très, très fort. Donc voilà, les copains, aujourd'hui, très content. Très content de vous retrouver pour une belle semaine. J'annonce la couleur. Il va y avoir beaucoup de choses, une fois de plus. Et on va attaquer avec un Juste Bistrot. Ouais, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose parce que beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler abaya et uniforme à l'école, c'est le gros sujet. On va parler Jordan Bardella, officiellement Golden Pompe à vélo de la semaine, enfin en lice pour le titre de Golden Pompe à vélo. Il était dans le Figaro ce matin. On va parler de l'affaire Chaluro. Ah là là là. Aïe. Alors là, je préviens, l'affaire Bastien Chaluro, là, la France insoumise a touché à mon rugby. Et ça, c'est pas possible. Donc là, voilà, ceux qui sont un petit peu allergiques quand je parle de la France insoumise, allez faire du running. Allez faire du running parce que là, ça y est, c'est officiellement... là, on va y aller là. On va y aller plein gaz parce que là, ils s'en prennent à mon rugby d'une manière tout à fait lamentable, avec en plus un certain Thomas Porte dont on va regarder le CV aujourd'hui et on va voir si c'est le plus à même d'aller renifler le fion des autres. Voilà, pour tout vous dire. On va parler également corruption en Ukraine, hein, voilà, donc rien de très original. Et abaya, je vous l'ai dit. Donc voilà, un petit peu les sujets du jour, les amis, pas mal de choses. Ça va chier des bulles carrées. Je pense qu'on est sur une belle dynamique. J'ai rangé normalement mes onglets dans l'ordre. Là, il y a du boulot. J'ai bossé. Voilà. J'ai bossé. Alors d'abord, on va balayer pêle-mêle, vous en doutez, les sujets du jour, les copains, comme d'habitude. On a pris l'habitude. Mais ouais, c'est une émission. Là, on arrive à 500 subs. Faut qu'on trouve le sub goal.
à 500, on est à 471, 471, hein, comme on dit en Suisse. Donc là, il va falloir trouver quelque chose. Je sais pas. Je sais pas, là tout de suite, j'ai pas d'idée, mais ça va venir. Arrêtez comme ça de critiquer les gens, on va voir. Donc voilà, une belle semaine. Je pense qu'il peut-être qu'on va passer les 500 subs cette semaine. Tout est possible, il faut rêver plus grand. Voilà, et il faut rêver d'ici vendredi. Vendredi, le match contre les All Blacks, ça va être incroyable. On va en parler, on va beaucoup en parler cette semaine, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est actualité parce que beaucoup de choses, je vous l'ai dit, les copains. Et on va attaquer plein gaz, hein, avec l'actualité du moment. Alors là, les Restos du Cœur, vous avez suivi ça, hein, le patron des Restos du Cœur qui s'est exprimé dans les médias et qui a expliqué, hein, que l'association a enregistré de graves pertes, hein, on parle de 10-15 millions d'euros, ce qui pourrait faire que l'association mette la clé sous la porte d'ici 3 ans. Ils vont être obligés, en tout cas dans les semaines et les mois à venir, de refuser d'aider, enfin ils ne pourront pas aider en fait des centaines de millions de Français. On parle de bébés, on parle de personnes âgées, on parle de femmes, de couples, de personnes seules. Enfin, c'est une véritable catastrophe. Alors, comme d'hab, aujourd'hui c'est spécial LFI, hein, je vous le dis, tant pis, on va pas prendre de pincettes. Alors en même temps, on me dira oui, mais il y a qu'eux qui parlent des sujets, ça je suis d'accord, mais ils parlent trop. Voilà, ils parlent trop, mais bon. Et on a vu, tu vois, je vous retrouve parce que j'ai pas pu m'empêcher de tweeter ça ce week-end. Bouge pas. On a eu Jean-Luc Mélenchon, hein, qui nous a dit, attendez, je programme la fenêtre, en bonne et due forme. Les Restos du Cœur lancent un appel à l'aide. La raison d'être des Insoumis est la solidarité humaine. Nous serons tous présents pour aider, collecter, soutenir. Alors, je pense qu'on va avoir droit aux vidéos pour les réseaux sociaux où on va les voir servir la soupe. Alors, en tout cas, j'espère. Et puis moi, j'avais une idée. C'était que chaque membre des Insoumis reverse pendant un mois son aide, son revenu parlementaire, pardonnez-moi, pendant un mois, voilà, pour le geste. Hein, ce serait le minimum syndical, on va dire. Et j'ai fait ce tweet d'ailleurs en parlant de ça ce week-end. Il y a des gens qui me disent oui, pourquoi ce serait que les Insoumis? Pour la simple et bonne raison que, tu vois, je te lis ce que j'ai répondu à quelqu'un qui me disait ça, tu vois. Je disais, parce que les Insoumis sont les seuls, pour l'instant, assez lâches pour communiquer et tenter de se donner le beau rôle à ce sujet, les autres préfèrent se taire, ce qui, sur l'échelle de la lâcheté, ne les place pas en altitude, mais juste un peu au-dessus. Donc, si tu veux, je voudrais juste, en fait, je voulais juste pointer du doigt ça. Alors, il est vrai que François Ruffin l'a déjà fait, hein, de reverser tout ou partie de son revenu parlementaire par le passé, mais ne généralisons pas. Hein. C'est-à-dire quand on nous expliquait que Adrien Quatennens mettait des torgnoles à sa gonzesse, on nous disait faut pas généraliser. Hein, tous les insoumis ne sont pas des ordures. Bon, ben là, c'est pareil. Il y en a un qui a été généreux. Ça ne fait pas de tous les insoumis des généreux en puissance. Donc, une fois de plus, mais ça va être on va en reparler tout à l'heure avec l'affaire Bastien Chalureau. On a voilà, des politiciens d'une lâcheté sans nom qui se positionnent pour récupérer un tant soit peu d'audience, alors que voilà, ça se donne le beau rôle, mais dans les faits, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui va se faire. En tout cas, j'espère me tromper, hein, j'espère me planter, et qu'ils accèdent à cette proposition. Ce serait très chouette. Et d'ailleurs, ça peut être une idée. Hein. Une sorte de pétition toute bête à faire circuler pour que nos élus reversent leur salaire au Resto du Cœur. Tu vois, sujet chaud, hein, parce que c'est bien beau qu'ils viennent tous commenter, mais voilà. Et on a quand même eu, hein, le sommet de la lâcheté qui a été atteint, une fois n'est pas coutume, par Aurore Berger. Ça, j'y suis pour rien. C'est fou parce que les imbéciles, tu les retrouves souvent au même endroit. Tu vois, c'est fou. Hein. C'est souvent les mêmes qui viennent et qui disent des conneries. Alors, certes, elle fait partie d'un gouvernement qui a contribué à ça, contribué à tout ça. Malheureusement, il y a un gouvernement qui contribue à appauvrir les Français. D'ailleurs, ils le disent, c'est la réduction des dépenses publiques, tout ça. Hein, tu vois, donc, mais elle est venue t'expliquer que quand même, ça se fait pas. C'était sur TF1. Une fois de plus, une promesse qu'on ne comprend pas. Hein, on nous a parlé du gouvernement qui allait donner de l'argent. Là, on parle de 6 millions pour les tout petits enfants.
Après, elle a parlé de 15 millions. Enfin bref, de l'argent ponctionné aux Français que l'on va redonner aux Français, hein, parce que c'est toujours le même tour de passe-passe. C'est-à-dire, quand on vous dit le gouvernement va donner, en fait, c'est vous, hein, qui allez donner. Faut pas l'oublier non plus, hein. C'est-à-dire qu'Aurore Berger vient nous dire, tu vois, il y a une autre séquence où elle annonce du pognon. C'est celle-là. C'est d'abord ce que l'État doit faire, parce que c'est hors de question, évidemment, de voir les Restos du Cœur. Imaginez même que les restos puissent fermer la porte, comme il l'a dit, ou que les bénévoles, de manière spécifique, pour les aider à passer cette période, et donc faire en sorte que les Français les plus fragiles, les plus modestes soient accompagnés, au niveau national et local. Pour les Restos du Cœur, ce sera dans l'aide alimentaire ces 3 dernières années. Bon, et évidemment, on va aider spécifiquement les Restos du Cœur, comme toutes les associations d'aide alimentaire au niveau... Le gouvernement va aider, donc c'est ce qu'on disait, hein, toujours ce tour de passe-passe. Voilà, le trou d'air, c'est de 35 millions d'euros. Excuse-moi, j'ai dit une bêtise. Aujourd'hui, la perte, hein, donc le président des Restos du Cœur qui a commenté ça, il parle de 35 millions d'euros de pertes pour l'association. Donc on a un gouvernement qui déboule, qui vous annonce 15 millions d'argent, en fait, des Français que l'on va rendre aux Français. Enfin, c'est une véritable catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Alors, je sais qu'on utilise beaucoup ces expressions, peut-être pour faire un peu peur, mais la tiers-mondisation de la France, je ne suis même pas certain que l'explication soit encore juste quand on voit l'état du tiers-monde aujourd'hui, les évolutions qu'il peut y avoir, non pas que tout se passe bien, mais je crois qu'on est dans une autre dynamique. C'est-à-dire que c'est la néolibéralisation de l'Occident plutôt, parce que je trouve l'expression tiers-mondisation peu juste, parce qu'on est quand même loin du compte et loin des situations effroyables qu'il peut y avoir dans des pays qui se situent réellement au tiers-monde. Mais je crois que ce qui se passe en France n'est malheureusement que l'aboutissement d'un projet politique. De réduction des dépenses publiques, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on constate. Et comment voulez-vous qu'un pays se porte bien avec un fonctionnement basé sur le système de dette depuis 40 à 50 ans? Enfin, ça ne peut pas bien se passer. C'est pas possible, en fait. C'est l'ultra-libéralisation de la société. Et regardez, toujours par rapport au Resto du Cœur, hein, Bernard Arnault annonce verser une aide de 10 millions d'euros. Donc on en est là, en fait. On en est là. Alors, une fois de plus, sur la forme, on ne peut que saluer l'acte. Je veux dire, quelle que soit la personne, quel que soit le montant, c'est toujours du positif. Mais il faut voir où on en est. C'est-à-dire, la haute bourgeoisie, enfin, les ultra-riches, quand même pas la haute bourgeoisie, il ne faut pas déconner, les ultra-riches qui donnent comme ça, parce que, regardez, hein, c'est un calcul un peu con, parce qu'on est d'accord, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que rien. Mais on estime que la fortune de Bernard Arnault, aujourd'hui, culmine à 212,7 milliards d'euros. C'est le chiffre Forbes, pardon, qu'on voit ici. Donc si tu fais la calculatrice, tu vois, tu fais 10 millions divisé par 200, on va arrondir à 213, on n'est pas une vache près, 213 milliards, donc là ça fait beaucoup de zéros. On dirait le gouvernement. Oh, elle est mignonne celle-là. Celle-là, elle est mignonne. Fois 100 pour obtenir un pourcentage. On se rappelle bien sûr des cours de CM2. Bernard Arnault a donné 0,00469 et on va s'arrêter là, de sa fortune. Hein, 0,47%. 0,0047% de sa fortune. Voilà. Les chiffres sont formels. C'est bien. J'ai pas dit que c'était pas bien. Mais c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Donc, il faut pas non plus surinterpréter un geste, si vous voulez. Parce que c'est peut-être autant que il n'a pas donné aux impôts, par exemple. Voilà. Quel est le montant que Bernard Arnault n'a pas donné aux impôts grâce à ces différentes optimisations, qui étaient l'ancien métier de notre président de la République, on le rappelle, si jamais. Ça pourrait être intéressant à savoir, tu vois, de dire finalement, Bernard, garde les 10 millions, va t'acheter des slips en saumon avec, on s'en fout, mais donne les trucs de l'exil fiscal et de l'optimisation fiscale. Peut-être qu'on sera mieux. Donc, c'est un peu ça la tuile. Donc, tout est discours, tout est formulation, alors que le drame se déroule clairement sous nos yeux. On ne va pas parler enfin, la récupération politique, on l'a dit, on le redira, de toute façon, c'est le grand thème de la journée.
Et autre actualité. Alors ça, c'est... tu vois, t'as vu, tout à coup, j'ai bâillé. J'ai pensé à ça et ça m'a fait bâiller. Parce que... comment dire, je remercie, il faut que je retrouve ça sur Twitter, Jérémy Foubert sur Twitter, qui a retrouvé cette actualité. Regardez, je vous lis ça, hein, vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux. C'est une rumeur tenace qui circule sur les réseaux sociaux concernant Bill Gates. Le philanthrope américain voudrait implanter des puces sous la peau à travers des vaccins. Pourquoi cette théorie complotiste, qui mélange plusieurs éléments techniques, ne tient pas la route? Et c'est le journaliste Jérôme Colombin qui nous écrivait ça, comme quoi la vie est bien faite. Donc, merci à Isa Tricotte pour le sub 18e mois. Donc ça, tu vois, ça date, il faudrait que je vous retrouve la date. L'ami Jérémy qui nous a tweeté ça. Je vais juste faire la recherche pour avoir la date de cet article. C'est une technique classique, hein. Tu tapes en fait le début du texte. Ouais. Alors je vous ai dit, je suis pas Elon Musk, mais j'ai des petites connaissances, hein, qui circulent sur les réseaux sociaux concernant Bill Gates. Regarde. Tu vois. Voilà, c'est ça. 19 mai 2020. Tu vois. Nouveau monde, Bill Gates et les vaccins, les puces RFID, pourquoi un tel amalgame? Tu vois, on nous disait, c'est pas vrai, techniquement irréaliste. La peur d'une puce sous la peau qui permettrait de nous localiser en permanence, théorie relayée notamment sur Instagram par l'actrice Juliette Binoche. Donc tu vois, déjà, ça commence mal. Est absurde pour plusieurs raisons. D'abord, il n'existe aucune technologie de géolocalisation, donc par GPS, capable de fonctionner sans une grosse batterie que l'on rechargerait régulièrement. On voit bien les problèmes d'autonomie de notre smartphone. Ensuite, il n'y a pas de rapport avec les vaccins. Déjà, voilà, point. Cette rumeur vient d'un savant mélange entre plusieurs choses. Les campagnes de vaccination en Afrique financées par la fondation Bill et Melinda Gates, un projet d'identité numérique pour les personnes sans papier et des recherches du MIT sur de l'encre invisible qui permettraient de confirmer qu'une personne a bien été vaccinée. Donc ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est pas vrai. Arrête de dire n'importe quoi. Alors après, voilà, il faut rappeler, là, on était le 19 mai 2020. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, par-dessus ces lilas, accrochés sous nos fenêtres, la bohème. Eh ben non, parce qu'en fait, France Info a refait un article. Oui, ça c'est le 4 septembre 2023, donc c'est-à-dire aujourd'hui, quand je vous lis le truc. Puces sous-cutanées, nos clés ou nos cartes bancaires toujours à portée de main avec un implant électronique dans la paume. Une étape vient d'être franchie avec les puces implantées sous la peau. Plus besoin de sortir avec ses clés ou son portefeuille. On pourra faire démarrer sa voiture, payer ou même décliner son identité d'un geste de la main. Voilà. Et tu vois, ils te mettent le schéma en fait. Tu te fais insérer le bordel dans la main. Voilà. Donc, en fait, c'est possible. C'est complotiste, mais c'est possible. Voilà. C'est juste... voilà, il faut s'adapter, hein. C'est voilà, pour en finir avec les oublis et les pickpockets. Oui. Alors bon, c'est vrai que là le problème c'est que si on veut te voler tes clés, il faudra te couper la main. Donc on peut peut-être demander l'avis d'un spécialiste, peut-être que Jamel Debbouze a son mot à dire là-dessus, mais là ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est tu vois, en plus, ils te le disent. Hein. Si vous craignez qu'on vous coupe la main au lieu de voler nos clés, vous regardez trop de films de science-fiction. En théorie, évidemment, c'est possible. Mais vous déverrouillez sans problème votre téléphone avec votre visage ou vos empreintes digitales. Et vous n'imaginez pas qu'on va vous couper la main ou la tête pour vous piquer des informations. Ouais. Et en plus, ils nous prennent pour des cons. C'est ça qui est... Ils te disent, oui, on peut couper la main. Tout. Non, mais vous n'imaginez pas... Hein, tout ce que Intermarché peut faire pour vous. Donc, non, c'est... Mais voilà, c'était du complotisme, c'est de l'actualité technologique maintenant. Parce que c'est bien, parce que c'est le progrès. C'est comme ça. Toi, vous êtes, à mon avis, vous êtes des réactionnaires. Je pense que je commence à le comprendre, ça. Épisode après épisode. Pour moi, vous êtes des réactionnaires. C'est-à-dire que vous êtes fermés à tout ça. Un implant dans la main, un capteur infrarouge dans le cul, enfin... Il faut vivre avec son temps. Arrête de penser que tout ça, c'est le contrôle de la population, de dire on faisait très bien en l'état actuel, pourquoi vous voulez encore aller plus loin, tu vois. C'est comme ça. Arrête de... C'est chiant. Voilà. Parce que, bon, voilà. Il n'y a pas plus d'arguments. Voilà, soyez moderne.
C'est du Dux Advocate qui nous dit ça dans le chat, absolument. Soyez moderne. Si vous n'aimez pas ça, c'est que vous êtes réactionnaire, donc complotiste, donc complotiste. Vous êtes des connards. Non mais, ils l'ont dit au moment du Covid. Hein. Ceux qui ne faisaient pas le vaccin, c'était des connards. Et ouais, il fallait littéralement leur déféquer dessus. Hein. Et personne n'a envie qu'on vous défèque dessus. Alors peut-être les ministres de Emmanuel Macron, mais chacun son délire après. Chacun son délire. Tu ne peux pas juger les gens. Chacun a son rapport voilà, à tout ça. C'est ça le truc aussi. Le problème, c'est que les gens ne vivent pas avec leur temps. Ils ne comprennent pas. Tu sais, t'as de nos anciens, par exemple, parce que déjà nous, tu vois, en soi, on est comme ça. T'as nos anciens qui disaient, mais attends, on était bien avec nos papiers, laissez-nous nos papiers. Non, il faut le smartphone. Il y a 20 ans, on a dit, il faut le smartphone. Et les papiers numériques, tout est numérique, il n'y a plus de papier. La planète, voilà. Tiens, la planète. Et là, c'est pareil, je ne sais pas comment ils vont la défendre, celle-là, mais déjà, avec le smartphone, tu peux en faire des belles, hein, des enculeries en termes d'ingénierie sociale. Tu vois. Bon, on l'a vu avec le pass, des trucs avec QR code. Tu vois. Et là, ça ne suffit pas, en fait. Parce que le problème, c'est que ça se contourne. Voilà, ça se contourne. Smartphone, tu peux bricoler. Si tu as une puce rangée dans le rectum, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Donc, non, il faut s'habituer. Il faut s'habituer, il faudra faire avec. C'est le monde, c'est le progrès, Et je sais pas quoi vous dire, moi je fais ce que je peux, mais tu vois, c'est tellement le progrès que Patrick Cohen, bon, okay, au demeurant fort sympathique, je veux dire, un ami ménestrel, je veux dire, qui effectivement a fait des formidables chroniques pendant le Covid, qui est un expert, je veux dire, quand il parle de science, voilà. Hein, c'est Lilian Thuram qui parle de racisme. Dire, ok, déjà ça pose une base. Et là, hier, France 5, on continue à balayer les actualités. Je ne suis pas encore rentré dans le vif du sujet, les amis. France 5 a diffusé un reportage qui s'appelle Mystification, enquête sur l'histoire de l'anti-science. Donc, tu vois, déjà, tu sens que ça ne va pas être biaisé. Et regardez, ils ont mis Patrick Cohen dans un laboratoire pour bien te faire comprendre qu'il sait de quoi il parle. Regarde, c'est la bande-d'annonce du truc. L'histoire des sciences est jalonnée de controverses. Et les controverses nourrissent la science, comme chaque fois que sont bousculées les connaissances établies. Cette maladie fait tellement peur que l'annonce du moindre nouveau progrès, de la moindre nouvelle expérience, risque de donner des espoirs vite déçus. Mais ce qui a changé, c'est que les savants ne sont plus seuls à en débattre. A-t-il apporté la preuve de l'efficacité de l'homéopathie et bouleversé ainsi la science médicale? Un médicament miracle? Une promesse mirobolante? Voilà que dans le tourbillon médiatique, le grand public est pris à témoin, soumis à des arguments d'autorité. La crise du Covid en a été l'exemple le plus éclatant, avec la France au cœur d'une controverse scientifique mondiale. I happen to be taking it. I'm taking it. Hydroxychloroquine. Right now, yeah. Une controverse, un visage et un mirage, celui du traitement à base d'hydroxychloroquine du professeur Didier Raoult. Un épisode qui en rappelle d'autres. C'était un western dans le monde scientifique. Un emballement complètement sidérant. Quel est donc l'élément de bascule pour que des professeurs renommés sortent des rails de la méthode scientifique, défendent des thèses erronées, produisent des mystifications? Ce décès ne change absolument rien au problème. Le problème n'est pas là. Ce qui est réclamé, c'est l'Inquisition. Ce sont des gens qui veulent créer un climat de terreur dans la science. Non. Il y a pour cela des ingrédients, des composants, comme on dit en chimie. Notre cerveau, il raffole de ce qui est faux. Il n'aime pas forcément la vérité. Des ingrédients redoutablement efficaces dans les moments d'anxiété générale. Pendant cette pandémie de Covid, on a entendu tout et n'importe quoi. Quand vous avez une maladie qui se déclare, la première chose qu'on cherche, c'est un médicament pour s'en sortir. Ah, t'as vu ? C'est sérieux, hein. En plus, il a pris la voie sérieuse. Hein. Donc ça, c'est documentaire. Alors apparemment, l'audience, c'était pas fou. Hein. J'ai regardé les chiffres. Mystification, c'était hier, donc le 3 septembre 2023 à la Téloche. Ça a fait 532 000 spectateurs. 2,7% de part de marché. C'est moins que la cuisine au beurre sur C8.
et L'inconnu du Nord Express sur Arte, qui a fait 825 000. Ouais. En même temps, Patrick Cohen, il est tellement crédible qu'il faut le mettre dans un laboratoire pour faire croire qu'il a des connaissances, tu sais. C'est vraiment, tu le mets dans le décor. C'est quelqu'un qui parle de foot, faudrait qu'il ait un short. Sinon, tu le crois pas, en fait. Personne ne le croit. Et là, ils l'ont mis dans le laboratoire. Et puis, t'as vu, il a un microscope à côté de lui. Donc, voilà. Et bon, à tout moment, il va regarder une bactérie. Donc, non. Voilà. Certains vont parler de mise en scène. Mais c'est ce que dénonce le documentaire. Ce sont les crétins, les ignares, qui vont tout de suite penser à une mise en scène et à de la propagande. Et non, en fait. Patrick Cohen t'explique. Alors Patrick Cohen, qui bien sûr n'a aucun rapport avec la science, on est d'accord. Il a peut-être une fois, il a fait une partie de Dr Maboul avec sa famille, ça on ne sait pas, mais il n'a aucun rapport avec la science, tu vois. Et Patrick Cohen t'explique dans un documentaire que le problème des crises, notamment sanitaires, c'est que des gens qui n'ont aucun rapport avec la science donnent leur avis. Et pour comprendre ça, il faut regarder le documentaire de Patrick Cohen, qui n'a aucun rapport avec la science. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez clair, mais voilà. Hein? Ouais, c'est bien. C'est un peu, tu sais, comme les livres que tu achètes à la FNAC, dans le rayon développement personnel et bouse imprimée, où tu sais, c'est le livre qui t'explique que tu as besoin de rien pour être heureux. Tu sais, que la vie n'est pas matérielle. Mais pour le savoir, il faut acheter le livre. C'est ça. Patrick Cohen, c'est pareil. Patrick Cohen t'explique qu'il ne sert à rien. Mais pour le savoir, il faut regarder le documentaire de Patrick Cohen. Parce qu'une fois que tu as regardé... Non, mais... Voilà, je pousse la réflexion. Oui, je sais que ça a l'air con au premier abord, mais... Là où il est fort, Patrick Cohen, c'est que pour comprendre que les temps de crise amènent au devant des gens, enfin au devant de la scène, des gens qui n'y connaissent rien, il faut regarder le documentaire de Patrick Cohen. Donc c'est une fois que tu as vu le documentaire que tu as compris que Patrick Cohen ne servait à rien. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est très très fort. Très très fort. Il te le dit. Hein. Il te le dit. En temps de crise, il faut écouter les scientifiques. Alors, pas tous. Voilà. C'est la nuance du documentaire. Voilà. Il faut écouter les scientifiques qui ont été décidés par Patrick Cohen, qui n'y connaît rien. Voilà. Donc, sont-ce des scientifiques qui n'y connaissent rien non plus ça... Voilà, après ça, je sais pas quoi, je sais plus quoi vous dire. Mais voilà, c'est très important. Et d'ailleurs, il faut regarder le documentaire. Je pense je vais essayer de le trouver pour qu'on se le farcisse et qu'on regarde, parce qu'il faut être sérieux, il faut savoir de quoi on parle. Peut-être que c'est très intéressant, hein. Mais c'est comme les complotistes. C'est comme les complotistes. Enfin, pardon, je confonds à chaque fois. Les anti-complotistes, pardon, les fact-checkers. Non, parce que le complotiste, c'est celui qui voit des complots partout, alors que le fact-checker, c'est le fact-checker. Ce que je veux dire par là, c'est que les fact-checkers, tu prends Julien Pain, je veux dire, c'est pareil. Je veux dire, quelle est son expérience en sciences? Voilà, j'entends un silence... on n'entend rien, parce qu'il n'a aucune expérience. Et donc, ce gars-là finalement est un escroc, à en croire le documentaire de Patrick Cohen. Alors, on va voir. Il faudra le regarder. Je pense qu'on va essayer de le regarder. Mais on va avancer aujourd'hui, les amis, parce que beaucoup de sujets, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis. On a pas mal de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bardella. Jordan Bardella, rapidement. En lice cette semaine, hein, pour la Golden Pompe à vélo. Hein, très belle perf de Jordan Bardella dans son interview dans le Figaro de ce matin. Et sincèrement, il marque des points. Il marque des points, le Bardel. Alors, on rappelle le contexte. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui joue à Good Cop, Bad Cop avec Marine Le Pen, alors quand elle n'est pas occupée à caresser ses félins. Ce qui revient plus ou moins même d'ailleurs. Marine Le Pen qui joue là, t'as vu, elle est pas sympa, elle fronce les sourcils. Et Jordan Bardella, c'est l'ouverture, il est beau comme tout, ça fait de la muscu. Voilà, c'est sympa, ça boit du thé bio. Donc, Jordan Bardella a été interviewé aujourd'hui avec une grande annonce, très très grande annonce. Il était dans le Figaro et il a dit « Je conduirai naturellement la liste du Rassemblement national aux élections européennes ». Alors, élections européennes pour un parti qui avant voulait sortir de l'Europe. Mais ça
c'était avant. Voilà, c'est comme la pub. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, le RN, bon, alors, ils sont gaullistes. Voilà, ils sont de Gaulle, mais pas trop de Gaulle. Voilà, ils sont quand même pour l'Europe. Mais bon, ils sont un peu contre, mais ils sont un peu pour, mais pas mal contre quand même. Donc, on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Pareil pour le projet de sortie de l'euro de Marine Le Pen. Hein, on s'en rappelle encore les grandes heures de ces sorties économiques dans le débat, notamment de l'entre-deux tours en 2017, où elle avait été extrêmement brillante. Hein. C'est plus ou moins Gilbert Montagnier qui donne des leçons de fléchette. Donc, extrêmement brillant. Et là, Jordan Bardella, j'avais des doutes. Je dois vous avouer un truc. Je me suis dit peut-être que... peut-être que lui, il y a un truc. Waouh. C'est chaud. Hein. Ah, c'est chaud. Je peux vous lire certains passages de l'interview. Donc, la grande annonce, c'est que voilà, il va représenter le RN aux élections européennes. Mais je vais vous lire certains passages. C'est bluffant. Alors déjà, je t'avais dit De Gaulle. Il cite De Gaulle. Donc, il se met dans les pas, tu vois. Hein, il nous dit, dans un discours prononcé en 1967, le général de Gaulle s'en prenait même à l'école du renoncement national, raillant l'étrange passion de l'abaissement de certaines élites de son époque. Je crois que cette citation correspond à l'esprit de défaite qui a atteint notre temps et nos élites. L'impuissance, le déni, les dogmes, la peur du politiquement correct sont les travers de cette époque et de ses élites. Je pense que le sujet de l'immigration en est un bon exemple. Moi, je souhaite dire aux Français que l'angoisse de la fin du mois, comme l'inquiétude vitale de la fin de la France, ce ne sont pas des fatalités. Hein. C'est la conséquence de choix politiques qui ont été faits par les gouvernements successifs. Voilà. Tu vois, t'as vu, il n'a pas peur du politiquement correct. Ah, le mec, il canarde. Hein. Attention, hein. Il canarde. Alors, après, j'ai pas compris. Parce que, il va parler... c'est très politique. Hein. C'est très politique. Tu te dis, à un moment donné, le RN, c'était contre l'Union européenne. Tu vois, c'était vraiment leur truc. Presque, ils parlaient de Frexit. Voilà, après, ils ont paumé leurs couilles, donc voilà, mais presque, ils parlaient de Frexit. Et Jordan Bardella a cette particularité. Pourtant, il sait ce que c'est, l'Union européenne. Hein. Tu vois, au début, tu as une question... Je vais te dire. Attendez, bougez pas, je vous la retrouve. Tu vois, à la question « Avez-vous fait votre choix? Serez-vous la tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes de 2024 ?» Il te le dit, Jordan Bardella. Il te dit même un truc, tu as vu, il n'a pas peur du politiquement correct. Hein. C'est là la perte d'autorité dans la société, la douleur pour beaucoup de Français de ne plus reconnaître leur pays, l'effondrement des services publics, la difficulté à vivre de son travail, l'effacement, on le voit, de la France sur la scène internationale sont des constats qui sont partagés par une large majorité de Français aujourd'hui. De ce point de vue-là, l'Union européenne agit trop souvent comme un accélérateur de ce déclin. Donc il te le dit, hein. Il est conscient que l'Union européenne contribue à nous dilater le renflement brun, pour parler comme un grand écrivain de notre temps. Bon, il est conscient que le problème vient de l'Union européenne. Il te le dit, parce qu'il a compris qu'il y en a qui votaient pour lui, qui voulaient sortir de l'UE. Alors le problème, et c'est là où je pense que Jordan Bardella, finalement, est un magicien. C'est ça que les gens ne savent pas. Voilà, Juste Milieu est là pour vous le dire. C'est plus ou moins une sorte de Harry Potter qui ne part pas en vacances au Maroc. C'est plus ou moins ça, parce que dans l'interview, le mot Union européenne n'existe plus après. Voilà, il a mis son petit tir pour contenter ceux qui pensent encore que le RN a un courage politique et géopolitique, et après ça n'existe plus. Là, c'est curieux, tu vois, il y a un autre passage, donc à la question « Vous ne citez ni les Républicains d'Éric Ciotti, ni Reconquête d'Éric Zemmour, peuvent-ils se retrouver dans cette nouvelle grille de lecture que vous proposez ?» Et il te dit non. En fait, il te dit « On se rend compte que toutes les grandes puissances qui dominent dans la mondialisation réussissent d'abord par la fierté d'elles-mêmes et surtout par la défense de leurs intérêts. C'est le cas des États-Unis jusqu'à la Chine. Sur notre continent, on se rend compte que plus l'Europe a affaibli les nations, plus l'Europe s'est affaiblie. » Déjà, c'est l'Union européenne, parce que l'Europe, c'est un continent. Voilà, t'as vu? Pourtant, il t'a le dit. Il connaît l'Union européenne, il sait que ça existe. Mais quand vient le moment d'expliquer un petit peu son propos et ses pensées, ça devient l'Europe. Dans un glissement tout à fait intéressant, parce que l'Europe géographique ne valide pas du tout ce qu'il est en train de dire. La Russie n'est pas dans la même situation que les pays de l'Union européenne. Tu vois. Et pourtant, il a dit non. Et après, il te dit ça n'existe plus. Il faut que je vous trouve un autre exemple.
où il continue à parler de l'Europe. C'est assez bluffant. Nanana, il parle de l'immigration. Alors, ça, c'est leur truc. Attention. Alors, les rencontres de Saint-Denis, il nous dit « J'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron est un marchand de phrases et je crains que cette initiative, comme d'ailleurs le grand débat, la Convention citoyenne, le Conseil national de la refondation ou les cahiers de doléances, restent des promesses sans lendemain. J'ai accepté son invitation à débattre sans illusion, car j'estime que mon devoir de président du premier parti de l'opposition est d'être partout où je peux défendre l'intérêt des Français, et c'est précisément ce que je suis allé faire. » Ouais. C'est pas ouf. Alors, il y a plus de saisons qui disent cette mauvaise foi, Rémi. Pourquoi, camarade? Est-ce que tu parles de Jordan Bardella, de moi-même? N'hésite pas à préciser. Tu connais la maison. On a quoi? Alors, attends, il y a... la France comme l'Europe sont en train de traverser la plus grande crise démographique de leur histoire. Notre identité et nos modes de vie sont aujourd'hui menacés par un déferlement migratoire qui n'en est qu'à ses prémices. Mon devoir était de porter auprès du chef de l'État ces deux grandes inquiétudes qu'ont les Français dans leur cœur. Et il y a un autre exemple où il parle de l'Europe, je ne vais pas vous dire de bêtises. Non, je pense qu'on est bon. Donc on a ce glissement quand même que je trouve extrêmement plaisant, où on voit un Jordan Bardella qui explique clairement, et ça à la limite on ne peut pas lui reprocher, l'origine des problèmes que peut traverser la France, l'une des origines, et en l'occurrence l'Union européenne, et après ça disparaît. Et après, ça disparaît dans un glissement. C'est dingue. Franchement, c'est dingo. Je ne comprends pas comment on peut encore prendre au sérieux ces gens, avec en plus, hein, ça ressort dans le discours médiatique. Et le chantage revient, quoi. Le chantage revient de attention, l'extrême droite, machin. Enfin, on l'a déjà dit 1001 fois. C'est complètement dingo. Et en plus, Jordan Bardella, qui, non content de passer déjà pour un guignol, en plus, fait mine de jouer à l'opposant. Aujourd'hui, politiquement, Jordan Bardella vaut pas beaucoup mieux qu'Éric Ciotti. Électoralement, c'est pas le même poids, ça c'est clair. Mais sur les promesses électorales, on voit bien qu'on a quand même deux partis qui jouent à l'opposition, mais qui ne s'activent pas plus que ça. Alors que, et là où le RN est d'une terrible mauvaise foi et d'une terrible trahison pour le peuple, c'est qu'en plus on a un RN qui à un moment donné a soutenu ce projet-là de sortie de l'Union européenne. Donc c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de zinzin. Il faudrait que je vous retrouve des séquences. Tu vois, par exemple, ce que disait Marine Le Pen, là on était en 2013, je crois. On était en mars 2013. Ah merde, attendez, je remets l'écran. Est-ce que ce micro est concluant pour la presse? Oui, non? Je demande solennellement au président de la République d'organiser en janvier 2014, c'est-à-dire dans une dizaine de mois, un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne. Si le président de la République ne veut pas organiser ce référendum en janvier 2014, eh bien qu'à cela ne tienne, nous transformerons les élections européennes de mai ou de juin 2014 en grand référendum. Et nous demanderons aux Français d'aller aux européennes voter pour exprimer leur désaccord avec la politique qui leur est imposée par l'Union européenne. Il y a une conjonction au mois de janvier 2014, d'ici quelques mois, une conjonction d'effets catastrophiques de l'Union européenne, austérité, ouverture à la Bulgarie et à la Roumanie et donc à des millions de Roms potentiels de notre territoire et les accords de libre-échange qui se multiplient avec des parties non négligeables du monde, hein, puisqu'on parle ici des États-Unis. Voilà, donc je ne sais pas, d'ailleurs, pour être très clair, je ne sais pas qui est cette dame. Si quelqu'un a des nouvelles, alors elle se présente sous l'identité de Marine Le Pen, mais je pense qu'il y a usurpation. Sincèrement, je pense qu'il y a usurpation d'identité, parce qu'on n'a peu de nouvelles, hein. Ni d'elle, ni du référendum, d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est Jordan Bardella. Alors, il est beau comme tout. Ça fait plaisir. Hein. Mais tu vois, il a fait un discours pour les enseignants. Regarde. Il a dit, hein, regarde. Il a fait le joli discours. Il est beau. Hein. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est le début de l'année scolaire. Je
veux donc en profiter pour souhaiter une excellente rentrée à tous les élèves et apprentis ainsi qu'au personnel de l'éducation nationale. Je tiens en particulier à rappeler notre gratitude à nos 850 000 enseignants. Voilà, tu vois, il est beau comme tout. Alors, on notera, pour ceux qui ont le sens du détail, la présence du livre de Nicolas Sarkozy, Le temps des combats, sur son bureau. Hein. Le hasard. Mais ce qui en dit peut-être long, hein, parce que je pense que rien n'est laissé au hasard à ce niveau-là, enfin, j'ose l'espérer. Et une fois de plus, voilà, Jordan Bardella, tout content de mettre ce bouquin sur son bureau. Donc c'est assez zinzin, on en reparlera de toute façon de tout ça, les copains. Mais c'est vrai que moi, si quelqu'un a des nouvelles, en fait, hein, de Marine Le Pen, je suis chaud. Tiens, d'ailleurs, je le dis, mais je l'ai remarqué en regardant la vidéo avec vous, je vais faire un tweet. Voilà. Je vais faire le tweet pendant ce temps sur la présence du livre, en fait, de Sarkozy sur le bureau. Je trouve que c'est un détail très intéressant. Qui, à mon avis, en dit peut-être long. Ouais, je fais le tweet en même temps, tu vois, pendant que je vous parle. Ça, c'est du travail collectif, tu vois. On va mettre quoi? Voilà. On notera le livre de Nicolas Sarkozy sur le bureau. Après, Gérald Darmanin, le nouveau poulain de l'homme au bracelet. Voilà. Je vais mettre un petit emoji avec la lunette, comme ça, avec le monocle. Je l'aime bien, cet emoji. J'aime bien, ouais, il me fait rire. Et c'est peut-être pas le plus marrant, mais ça me fait marrer. Donc, voilà. Si vous voulez aller RT, enfin, on dit plus ça aujourd'hui. Vous mettez des cœurs, des pouces, des j'aime, des likes. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, on va continuer, les copains, avec les sujets du jour aujourd'hui. Et là, on va y aller plein gaz. Je vais y aller tout de suite. C'est le sujet du jour qui me rend grognon, qui me rend groins, je le dis. Et voilà, on va se mettre dans le thème tout de suite. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de Bastien Chalureau d'équipe de France de rugby et la France insoumise, une fois de plus, qui essaie de transformer l'essai médiatique, hein. C'est vrai qu'ils ne sont pas à une tentative près. Alors, on va remonter le fil de tout ça, les copains, parce que là, vous vous rendez compte que ça va pas. La France insoumise, ils font ce qu'ils veulent. On commente, on en rigole, la farce tranquille, ha ha ha. Mais là, tu touches pas à mon rugby. Tu touches pas à mon ballon ovale. On va remettre les poteaux au bout du terrain, de chaque côté. On va remettre l'embut à sa place. Là, je suis grognon. Là, ça va casser des gueules parce qu'ils commencent sincèrement à me faire chier. Les collègues de la France insoumise qui semblent insoumis à tout, sauf à la connerie. Parce que là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Alors, on va remonter l'affaire, on va remonter l'histoire. Déjà, qu'est-ce que nous dit l'article du Parisien en date du 4 septembre 2023? Les Bleus pris dans l'affaire Chalureau. Alors, tu vois, on dit, Fabien Galtier, le sélectionneur des Bleus et le capitaine Antoine Dupont réagit ce dimanche à la polémique créée par le passé judiciaire du deuxième ligne Bastien Chalureau. Donc, je vous relis les faits, je vous lis ce qui est écrit dans le Parisien. En novembre 2020, le natif de Haute-Garonne a en effet été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour une agression commise dans le centre-ville de Toulouse. En janvier de la même année, des faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime, avait précisé le tribunal correctionnel dans son jugement. Le joueur avait aussitôt fait appel, contestant les propos racistes évoqués, mais le nouveau procès n'a pas encore eu lieu. Donc en gros, on est sur une bagarre, pour vous donner le contexte, on est sur une bagarre de fin de soirée à Toulouse qui se passe dans un parking souterrain, où on a un groupe de 2 hommes qui est suivi par un autre groupe, on ne sait pas exactement combien ils sont, et le premier groupe, celui qui est devant, le groupe de 2 hommes qui est devant, va entendre « ça va les bougnoules », c'est la phrase qui est relatée, et le mec du premier groupe va se retourner et va recevoir une énorme droite, par un coup assez violent qui le fait tomber par terre. Dans la bande de potes de celui qui a tapé, apparemment, on entend des potes dire arrête, merde, putain, j'en perds mes mots, t'as vu, je suis énervé. Chalut, ils disent arrête, chalut, ça va, chalut, ce qui semble être du coup le surnom de Chalureau, Bastien Chalureau. La plainte va être déposée pour agression physique, bien évidemment, pour insulte raciste. Donc il y a un jugement en première instance qui va être rendu.
donc c'est ce qu'on a pu lire dans Le Parisien, Bastien Chalureau a fait appel. Donc en France, il est présumé innocent. Donc il n'y a pas plus que ça. Bastien Chalureau a avoué le coup, a reconnu les faits de violence, mais nie absolument les insultes racistes. Donc, pour vous dire, l'appel est prévu en novembre, ça va être en novembre 2023 que le jugement en appel devrait être fait. Voilà, je vous relis quelques éléments qui sont sortis. Ça, c'est dans Libération. La première condamnation de Bastien Chalureau est intervenue en novembre 2020 pour des faits ayant été commis plus tôt dans l'année, au mois de janvier. Voilà, les faits étaient en janvier, la première instance en novembre. Les deux parties civiles, les anciens rugbyman Yannick Larguet et Nassim Arif, décrivent une agression survenue à l'issue d'une soirée alcoolisée à Toulouse. Les victimes affirment avoir entendu des insultes à caractère raciste, notamment une première interjection Saval et Bougnoul. Yannick Larguet a ensuite confié à La Dépêche: il continuait sans cesse ses insultes racistes. J'ai voulu me retourner, il m'a décroché un coup de poing de toutes ses forces dans la mâchoire, je n'ai rien vu venir, il m'a agressé en traître, j'ai reculé, j'étais dans le brouillard. Pendant ce temps-là, il a frappé mon copain. De son côté, le mis en cause reconnaît les violences, mais a toujours nié le caractère raciste de l'agression. Reste qu'à l'issue de ce procès en première instance, Bastien Chalureau est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Le parquet en avait requis 8 et à 5 ans d'interdiction de détention d'armes. Donc, on voit bien la situation, je veux dire, qui est assez claire. On a le contexte, on a les éléments, on a le timing. Et cette polémique a explosé. Là, ce week-end, ça a sorti ce week-end, alors que la Coupe du Monde commence le 8. La Coupe du Monde commence le 8 septembre avec ce match face aux All Blacks, Coupe du Monde en France. Et là, on a 2 députés La France Insoumise, dont Thomas Porte et François Piquemal, qui ont décidé de faire la polémique. Ils ont dit, c'était le 2 septembre, regardez, face à la décision d'appeler Chalureau en équipe de France de rugby, nous allons avec Piquemal, donc François de son prénom, interpeller la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Plutôt que de sectionner un homme qui a tenu des propos racistes, rendons hommage à Aramburu tué par des racistes. Donc il fait appel à une autre affaire d'un ancien joueur malheureusement de rugby argentin tué effectivement pour des motifs racistes. Donc tout part dans tous les sens avec un timing qui, je vous dis, ça va me rendre sérieusement grognon, parce qu'on en a plein le cul de ces pompes à vélo politiques qui n'ont rien d'autre à branler que ça, et parce que, tout simplement, déjà, soyons clairs, Bastien Chalureau a été effectivement rappelé dans la liste du 15 de France pour la Coupe du Monde suite à la blessure à son poste de Paul Villemc. Au départ, il était réserviste, donc il était déjà dans le groupe. Il est dans la liste de l'équipe de France depuis qu'ils sont 42. Et personne n'avait rien dit jusqu'à présent. Donc là, aujourd'hui, on a des gars qui se réveillent, à mon avis, qui ont découvert avant-hier qui c'était. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. Mais ça y est, c'est reparti. Donc, pour mettre les choses dans l'ordre, pour rester calme, parce que c'est un truc qui m'énerve, mais profondément, et je n'en peux plus de ces gens qui se donnent la bonne morale, qui distribuent les bons points, alors que ce sont eux aussi potentiellement des salauds. Et on va parler du cas notamment de Thomas Porte, ce bon vieux Thomas Porte. Parce que M. Chalureau, il faut quand même rappeler que, si je vous dis pas de bêtises, tu vois, il a déjà joué, vous prenez sa fiche Wikipédia, tout simplement. Après un bon début de saison 2022-2023, malgré une petite blessure à l'épaule, il est convoqué en équipe de France après le forfait de Kylian Guérassi. Il obtient sa première cape le 12 novembre 2022 face à l'Afrique du Sud à Marseille. 4 mois plus tard, en janvier 2023, il est de nouveau appelé en équipe de France pour participer au tournoi de la destination. Il participe uniquement au dernier match du tournoi contre le Pays de Galles, remplaçant sur la feuille de match Paul Villemc blessé. On les a entendus à ce moment-là, les députés LFI ? On les a pas entendus. Donc, si le racisme les choquait tant que ça, il fallait intervenir bien avant. D'ailleurs, il joue à Montpellier en professionnel. C'est pas parce que c'est à Montpellier que c'est pas plus emmerdant le racisme, si tant est qu'il y ait du racisme. Donc, déjà, le timing ne va pas. Sur la forme, on voit un timing opportuniste d'un parti aux abois qui s'est pris les pieds dans le tapis avec les débats sur la baya. La NUPES est en train d'exploser, personne n'est d'accord avec personne, ils ne savent pas s'organiser, donc ça part dans tous les sens. Et ça sort ce débat sur le rugby, où on sous-entend qu'un raciste, parce que maintenant c'est dans ton ADN quand tu es raciste, pour des faits, je le rappelle, pour lesquels il est présumé innocent. Donc à partir de là, maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir commencer à distribuer les torgnoles. Parce que Thomas Porte,
déjà, avant d'aller voir l'individu, c'est un monsieur qui fait partie de la France Insoumise. La France Insoumise a dans ses rangs un certain Adrien Quatennens, condamné, donc pas présumé innocent, condamné pour violence conjugale. Donc, on va être très terre-à-terre au niveau du raisonnement de ces députés de la France Insoumise. Si on estime qu'un raciste est en équipe de France, est-ce qu'il fait du 15 de France, qui vient pourrir le rugby, qu'Adrien Quatennens soit dans les rangs de la France Insoumise, est-ce que cela revient à dire que tous ces gens-là sont des ordures qui sont pour les violences conjugales? Je pose simplement la question. Si on se met au niveau de raisonnement, soyons clairs. Soyons clairs. Alors effectivement, sur Chalureau, on parle aussi de tweets qu'il aurait likés, notamment d'un rappeur, je crois, d'extrême droite. On parle de comportements comme ça sur les réseaux sociaux. Dont acte. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Je ne suis pas en train de vous dire... Là, on parle de qualité intrinsèque d'une personne, qualité ou défaut. On parle de positionnement politique avec lesquels on est d'accord ou pas. En revanche, si on estime que la présence de cet homme dans les rangs de l'équipe de France peut salir l'image de rugby et faire du 15 de France une auberge pour racistes, qu'est-ce que la France Insoumise dans ce cas-là? Qu'est-ce que la France Insoumise? Parce qu'Adrien Quatennens a été réintégré. Alors certes, on a eu Jean-Luc Mélenchon qui nous avait expliqué, c'est bon, il a fait sa peine. Ok. Sauf que pour l'instant, Bastien Chalureau n'a pas de peine. Il est présumé innocent. Donc on voit en plus que on a un raisonnement qui émane d'un camp. Comme disait Nietzsche, la morale, c'est l'exigence envers soi. La moraline, c'est l'exigence envers les autres. Mais, sauf erreur, Éric Coquerel, accusé de harcèlement et compagnie, il est toujours dans les rangs de la France Insoumise. Ça dérange qui? Ça dérange qui? Adrien Quatennens, évidemment. Alors, Taha Bouaf, c'est ce qu'il a été intégré ou pas. Je ne sais pas où il en est. Mais rappelons quand même que l'affaire Taha Bouaf... Voilà, il a refusé de réintégrer. Voilà, c'était en juin 2023. Il a refusé de réintégrer. On voit quand même que il y a des choses qui clochent. Je veux dire, la France Insoumise a cette capacité à chercher des poux dans la tête des autres. Et par contre, quand c'est eux, tu vois, ils ont fait une enquête interne. Mais imaginez seulement si Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, avait dit « C'est bon, on a fait une enquête interne, il n'y a pas de problème avec Bastien Chalureau. » Ces énormes pompes à vélo de la France Insoumise, elles auraient débarqué le lendemain chez Apolline de Malherbe pour dire « Ah mon Dieu, quel scandale, quel scandale !» Donc ça, au sens vraiment que proposait Sartre, ce sont des salauds. Ce sont des salauds. Et d'ailleurs, il était bien renseigné sur la question, mais c'est un autre débat. Ce sont des salauds, ces gens-là, qui viennent créer de fausses polémiques sur des sujets sur lesquels je suis désolé, mais je me permets de l'affirmer qu'ils n'en ont rien à branler, parce que si la présence de Chalureau en équipe de France, pour ne pas salir le maillot du coq, le maillot bleu-blanc-rouge, si ça les emmerdait, fallait réagir aux dernières 6 nations, par exemple. Ils portaient déjà le maillot, ou fin 2022 face à l'Afrique du Sud. Fallait en parler à ce moment-là. Donc là, en plus, on a un timing où on voit la France, qui a potentiellement l'un des rares moments où on peut tous être dans l'unité, dans le soutien de notre équipe de France, et les mecs viennent créer une polémique qui ne les dérangeait pas il y a 3 mois. Donc faut arrêter les conneries, Et puis en plus, on va continuer un petit peu. Ce Thomas Porte, c'est qui ce Thomas Porte? Quand on cherche un petit peu, déjà, on s'en rappelle. C'est le monsieur qui avait posé avec un pied sur la tête, sur un ballon, à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt, au moment des débats sur la réforme des retraites. Écoutons ce que nous disait Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là. On parlait de ballon et on parlait de volonté néfaste vis-à-vis des individus. On n'était pas loin en termes de thématique. Est-ce que vous vous rendez compte que tout le pays rigole? Là, en l'occurrence, c'est la propagande de votre député qui est là. Ouais, et alors il fait de la propagande pourquoi, à votre avis? Vous allez nous le dire. Vous êtes ridicule. Pourquoi? Vous vous en rendez même pas compte. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des jeux de chamboule tout dans tout le pays, toutes les semaines. Vous avez des piles de boîtes de conserve avec des têtes de tout genre. Des fois, c'est la mienne. Et des gens qui jettent des balles dedans. Ça a toujours existé. Tout d'un coup, vous êtes là. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Un ballon. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Madame Aurore Berger a craché son mépris de classe. Parce que cette femme était une lobbyiste. Et le gars que vous voyez là, c'est un cheminot de la SNCF qui a été élu député. Alors ça reste en travers de la gorge de toute la bonne société que nous ayons fait élire des travailleurs. Et vous venez maintenant nous saouler avec une histoire de ballon. Vous êtes grotesque. Tu vois, ils viennent nous saouler avec des histoires de ballon. C'est Jean-Luc Mélenchon qui nous disait ça. Donc, on voit bien que là, le 2 poids 2 mesures nous saute aux yeux. Et vraiment, les copains, je comprends bien sûr, comment dire,
je comprends cette affaire parce qu'on parle de racisme, on parle de notions extrêmement lourdes et tout ça. Mais je veux dire, venant de la France insoumise, il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut arrêter les conneries. Ils étaient beaucoup moins bruyants au moment de la chanson de Nick Conrad, Pendez les Blancs. Tu vois, la France insoumise, ce sont des gens qui invitent Médine à leur université d'été. À raison ou pas, c'est pas ce débat-là qu'on va régler. Mais à ce moment-là, ils vous disent « Non, mais attendez, tout le monde a droit à la réflexion, au débat, vous comprenez, c'est comme si... Ah, mais il y a des pincettes, là, il a fait ça, mais il faut regarder machin. » Et par contre, eux, ils arrivent avec leurs gros doigts, avec leurs gros sabots, et ils défoncent tout le monde pour des raisons totalement fallacieuses et mensongères, parce qu'ils s'en inquiétaient pas avant. Mais continuons. Et là, on va faire... Vraiment, on va aller voir sur les individus. Sur les individus. Parce que Thomas Porte se trouve assez légitime pour donner... des leçons. Il donne des leçons, il explique que voilà, il te donne des leçons de bonne morale, Thomas Porte. Donc on va regarder, a-t-il pour autant, lui, les mains propres? Je te vois, Volka Schulze, dans le chat. Avec plaisir, je réponds à tes questions après pour qu'on puisse débattre. Si tu veux intervenir, d'ailleurs, peut-être sur le Discord, qu'on parle en radio libre, avec grand plaisir, en vocal ou vidéo, comme tu veux. Juste, je continue là-dessus pour finir et je prends tes questions volontiers après. Remontons un petit peu le temps sur Thomas Porte. Thomas Porte, il avait un peu défrayé la chronique. Et c'est Mediapart qu'il avait balancé, repris par Libération. Dans une enquête sur la gestion des affaires de violences sexistes et sexuelles à LFI, Mediapart révélait en effet qu'un nouveau cas est venu s'ajouter récemment, celui du député Thomas Porte. L'ancien militant du Parti communiste, élu député NUPES en juin, aurait fait l'objet d'un signalement au CVSS. Selon leurs informations, le CVSS de LFI a été saisi le 4 juillet 2022 d'un signalement émanant d'une militante. Ce mail, qui n'évoque que des épisodes rapportés par des tiers, fait notamment allusion à des envois de messages jugés inappropriés par ce cheminot de 37 ans, explique-t-il. Contacté, Thomas Porte n'a pas répondu. Donc, c'est Mediapart, on peut difficilement leur reprocher d'être une officine d'extrême droite. Et donc, on a une histoire de SMS, des messages jugés inappropriés, ok ? Donc, on va me dire, ouais, mais Rémi, t'exagères un petit peu, faut voir ce qui s'est passé. Enfin, on va prendre toutes les pincettes nécessaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'interdit de dire, si on se met au niveau des accusations de Thomas Porte et son collègue, que ce monsieur est un violeur en puissance et qu'il est autorisé dans le parti. Quand on lit ça, donc on va voir les autres éléments, hein, tu vois. Ça, c'était bon. Alors là, valeurs actuelles, pour le coup, là, il y a un jeu politique, on est d'accord. Le comité de suivi des violences sexistes et sexuelles de LFI a été saisi, hein, finalement, ce dont on parlait. D'ailleurs, c'est leur propre comité de suivi des violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est même pas devant la justice, tu vois. C'est dire le niveau du bordel. Dans le détail, cet ancien militant PCF, fraîchement élu en Seine-Saint-Denis sous les couleurs de la NUPES, avait rejoint le parti Jean-Luc Mélenchon fin 2021. D'après les informations dont dispose le Pure Player, le mail adressé par une militante évoque des épisodes rapportés par des tiers et fait allusion à des envois de messages considérés comme inappropriés par ce cheminot de 37 ans. Bonne reprise de la dépêche AFP. Contacté par Mediapart, Thomas Porte assure n'être absolument pas au courant de cette procédure. Concernant les accusations portées contre lui, il affirme ne pas avoir d'éléments. Une membre de la direction du PCF sollicitée par nos confrères a évoqué plusieurs signalements de jeunes femmes décrivant les mêmes faits. On a alerté partout pour qu'il n'intègre pas la direction du parti. À la fin, il a fini par être bloqué. Donc on a ça. Volka Schulze nous dit ça a fini comment. Là, j'essaie de vous trouver les éléments, hein, les plus récents que j'ai pu trouver à ce sujet-là. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Mais donc c'est Mediapart qu'on a parlé. La suite, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a une enquête. Enfin, sûrement une enquête interne, on l'imagine, hein, ce qui est une grande spécialité de la France insoumise. Mais là, je ne vois pas d'autres éléments jusqu'à présent là-dessus, sur cette affaire-là, sinon des signalements de plusieurs femmes. Donc, si on se contente de ce qu'on peut lire dans la presse, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut conclure que Thomas Porte est un agresseur sexuel en puissance, protégé par son parti politique, et donc que la France insoumise est un repère d'agresseurs sexuels? Si on estime que la présence de Bastien Chalureau, jugé raciste, nuit au rugby à l'équipe de France, ben j'aimerais bien que M. Thomas Porte balaye devant sa porte, sans mauvais jeu de mots, et je vous jure que je n'ai pas fait exprès. Donc, faut arrêter les conneries. Ça me rend zinzin. Ça me rend absolument zinzin, cette affaire-là qui sort de nulle part, de la part d'un parti qui est à l'arrache, qui s'en sort plus aujourd'hui. Et c'est un truc de dingue. Et regardez quand même la lettre qui est proposée, quoi. Regardez la lettre en plus, ce qu'ils font. Les mecs te disent...
Dans ce contexte, il nous paraît judicieux que la non-sélection de Bastien Chalureau soit envisagée sérieusement. Une autre possibilité étant que le joueur et la fédération annoncent publiquement qu'ils sont prêts à un engagement fort et sur le long terme contre le racisme à travers différentes actions, comme des stages de sensibilisation auprès du jeune public. Mais on en est où, en fait, à vouloir rééduquer les gens alors que la France insoumise couvre un agresseur conjugal, quelqu'un qui a frappé sa femme à plusieurs reprises et qui l'a avoué. Et ces mecs-là demandent à d'autres instances, en l'occurrence le monde du rugby français, de faire des stages de rééducation, des missions de prévention et compagnie. Mais ils ont fait ça, eux, dans leur parti. Ils ont fait ça. Enfin, il faut arrêter, je veux dire. Il faut arrêter. Et ça me rend absolument zinzin, parce que cette polémique est tout à fait malhonnête. Le timing est choisi pour faire du buzz. Comme on l'a dit, Chalureau a intégré les rangs de l'équipe de France depuis longtemps. C'est pas qu'une histoire de la Coupe du Monde. C'est un truc de fou, quoi. Et ça émane de la France insoumise. Alors, je veux bien ne pas toujours leur taper dessus. D'ailleurs, ça, c'est plutôt leur spécialité, donc pas de concurrence déloyale. Mais il faut arrêter les conneries. C'est un truc qui me rend absolument zinzin. Voilà, je le dis. N'hésitez pas, les amis dans le chat, à donner votre point de vue sur cette affaire-là. Volker Schulze, tu peux y aller. Je pense qu'on va pas être d'accord, mais vas-y quand même. Et au contraire, d'ailleurs, c'est tout le but du jeu. J'ai vu Pierre3167 aussi qui dit « Le rugby te tourne la tête ». Alors merde, effectivement, peut-être qu'on n'est pas d'accord aussi. Alors dis-moi aussi ce que t'en penses. Seb76 qui dit « Rémi, je pense que tout est fait pour déstabiliser la France et faire honte ». Alors c'est vrai que ça se demande. Yann Ossin, l'appel suspend le jugement de première instance, il me semble. Absolument, la présomption d'innocence court toujours. Donc, voilà, ça me rend fou. Pierre3167 qui dit « Franchement, tu polémiques pour rien ». Cher ami, on parle d'accusation de racisme dans une équipe nationale, celle de l'équipe de France. Si ça te semble être rien, il n'y a pas de problème. Après, si c'est la comparaison avec la France insoumise, je peux le comprendre, mais tu connais la maison, vous connaissez tous la maison. Je critique ouvertement sur cette affaire-là la France insoumise, mais ça n'est pas, si tu veux, je ne critique pas leur projet politique, je ne vous dis pas de voter contre eux, c'est pas du tout ça. On peut apprécier un parti et reconnaître qu'il y a des agissements qui sont absolument qui sont absurdes. Pierre3167 qui dit « Mais tu te mets au niveau de ces cons ». Mais pas du tout. Attends, on en parle dans tous les médias. C'est un truc de dingue. Charles Max 331 qui dit « Si tu appliques ce principe à cette affaire, tu fais pareil avec les affaires Sarko, sinon t'es malhonnête ». J'ai jamais dit le contraire pour le coup. Yann Ossin, c'est dingue comment les politiques se jettent comme des chiens sur l'actualité pour faire parler d'eux. Eshigo Bankai 38, oui, je suis d'accord avec toi, Rémi, mais dans ce cas-là, on arrête aussi de taper sur les ministres et députés macronistes mis en examen, non en hors-juge, alors qu'on demande leur démission. J'ai pas compris ton message, camarade. Chris 2176, entièrement d'accord avec ton raisonnement, Rémi. Marcel The Rock, pour rien. Point d'interrogation, point d'exclamation, point d'interrogation. C'est extrêmement malsain et terrible d'essayer de gâcher la fête. J'ai déjà les boules qu'on perde autant de joueurs clés. Effectivement, on est dans le rugby pur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Volker Schulze qui dit « Mais complètement, j'aime les idées LFI, mais j'aime pas tous les gens qui la composent, faut être clair. » Ça, je suis content. Ça, c'est l'esprit qui me plaît. Parce que c'est ce qu'on avait dit, je crois, déjà la semaine dernière. Parce qu'au fond, on tourne autour du pot. Il y a mon Yang Daouda qui dit il a reconnu la violence quand même, Rémi. Je l'ai dit. Il a reconnu les faits de violence, mais il a pas reconnu les insultes racistes. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui disait que quelqu'un qui a reconnu et qui a payé sa faute, qui a payé sa dette, peut être réintégré. Puis, après, il faut pas nier le réel aussi. Je reviens sur ton message, Volker Schulze, mais on connaît aussi le monde du rugby. On connaît le monde du rugby, donc faut pas déconner non plus. On va pas faire semblant, si tu veux, que ces faits-là nous choquent et que c'est exceptionnel. On connaît le monde du rugby, c'est pas détendre. Il y a des dingueries, comme dans plein d'autres sports. On est absolument d'accord là-dessus. Je ne nie pas que Bastien Chalureau soit apparemment un sacré oiseau. Qu'on soit bien d'accord. Que ce soit pas le plus malin de l'équipe, ça, on a bien compris. Mais tu vois, par exemple... je vais donner un autre, on pourrait multiplier les exemples. Sur Mohamed Aouaz qui a été transféré à Biarritz, on n'a pas entendu la France insoumise qui est venue donner des leçons sur la lutte contre les violences conjugales. En même temps, tu m'étonnes. Mais bon. Merci à la Vermine qui vient de se prime 5e mois. Et Volker Schulze, je voulais te répondre. Quand tu dis j'aime les idées de la LFI, mais j'aime pas tous les gens qui la composent. C'est je crois que la semaine dernière on avait parlé de ça. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, moi je plains les électeurs de la France insoumise parce que au fond, ce sont toujours grâce à ces gens-là que
que le parti existe, parce que sans électeurs, il n'y a rien. Et quand je vois le défilé de guignols qui viennent devant les caméras, heureusement que derrière, beaucoup font le job, beaucoup d'électeurs, de bénévoles, de soutien du parti et compagnie, mais honnêtement, vous n'êtes pas aidés. J'ai vraiment beaucoup d'empathie pour la France Insoumise, parce qu'au départ, on a un projet politique. Effectivement, le Mélenchon de 2017, par exemple, apporte quelque chose de nouveau. Il y a une campagne, celle de 2017, qui est quand même une très bonne campagne et tout ça. Mais aujourd'hui, quand vous voyez Boyard, Porte... Alors Garrido, Corbière se font plus discrets. Tu sens que c'est tendu. Mais Bompard... Franchement, vous n'êtes pas aidés. Vous n'êtes pas aidés. Ishigo Bankai qui dit « Je disais, on tape sur le ministre de la Justice mis en examen, on demande sa démission. Toi aussi, tu as tapé dessus, donc faut pas faire 2 poids, 2 mesures. » Mais quel rapport, en fait? Je comprends pas le rapport. Éric Dupond-Moretti, il est ministre de la Justice. Il n'est pas 3e ligne, il n'est pas 2e ligne du 15 de France. C'est pas le même rapport à la responsabilité. Enfin, tu penses que parce que je critique Dupond-Moretti, je devrais demander le départ de Chalureau de 15 de France? Je ne suis pas sûr de comprendre. Je veux bien que tu précises, cher ami. Pierre 3167, après je te dirais que ce mec fasse partie de l'équipe de France, ça ne me gêne pas. Gaëtan, Seguin 38, la majorité, mais s'il y a quelques petites frappes extrémistes chez eux, je suis tout à fait d'accord avec ça. Soldona, quand le ministre de la Justice sera mis à pied pour ses affaires au cul, je me pencherai sur le rugby. Oui, c'est pas pareil les amis, il faut aussi parfois séparer les choses, sinon on s'en sort plus, on déprime. Sandrine 1973, franchement le courage que tu as à supporter toutes ces personnes, et je m'aperçois qu'on n'a pas le cul sorti des ronds, ça y est moyen. Yann Gencive de porc, Garrido est discrète car il y a une place à prendre en 2e ligne. Celle-là est bien jouée. Ça me plaît. Ça me plaît. Et voilà, on a pas mal de commentaires, mais le débat est vif, mais un peu moins que d'habitude quand on parle de la France Insoumise. Je suis étonné. C'est le début de la semaine, vous avez peut-être un peu moins de gaz. Mais bon, en tout cas, je voulais vous parler de ce sujet-là, les amis, parce que... alors, Ishigo Bankai qui dit, si quelqu'un est mis en examen... Si quelqu'un de mise en examen, il doit démissionner. C'est pareil partout, mais je peux être idiot. Alors, pas du tout, cher ami. C'est ton point de vue que je respecte, bien sûr. Mais je ne suis quand même pas d'accord avec toi. Je suis quand même pas d'accord avec toi parce que il y a une question de responsabilité. Hein. Je veux dire, un boulanger en Ardèche qui est mis en examen, c'est quand même pas le même symbole et pas le même niveau de responsabilité que le ministre de la Justice. C'est aussi pour ça que critiquer un gouvernant est plus aisé et plus légitime pour moi, parce que arriver à la gouvernance, c'est une volonté, c'est un sacerdoce, comme on dit. C'est-à-dire que vous acceptez les privilèges, vous acceptez les avantages, mais vous acceptez les responsabilités et les inconvénients, sinon c'est trop facile. Donc je pense franchement que ça n'est pas la même chose. Là, on parle d'un joueur de rugby, sincèrement. Alors qui certes représente les couleurs de la France, mais il ne faut pas déconner. Pour moi, en termes de responsabilité, on ne peut pas le comparer au ministre de la Justice. Je suis quand même pas certain du move. Mais on va prendre un point de vue. Il y a Philippe Saint-André qui était au Moscato Show là, il y a quelques dizaines de minutes, qui nous donnait son avis sur cette affaire-là, ancien sélectionneur de l'équipe de France. On prend cet avis-là, puis on passe à autre chose. Après, on va aller sur l'Ukraine, corruption. C'est dans le Figaro d'aujourd'hui, ça va vous plaire. Alors, il y a Bamevla qui dit, je prends encore un message du chat, mon ami Bamevla qui dit, je suis pas d'accord avec toi Rémi, tu es trop gentil, utiliser le sport pour faire de la politique à 2 balles me gave à un point, des coups de pied dans le renflement. Ah oui, mais je l'ai dit, pour moi Thomas Porte et François Piquemal sont des pompes à vélo. En tout cas, leurs actes sont des actes de pompe à vélo. Je ne juge jamais les hommes, toujours les actes. C'est vraiment, mais le timing, tout ce que vous voulez, c'est lamentable. C'est lamentable, des gens en perte de vitesse, on n'a pas parlé d'eux depuis un certain temps, et donc voilà, et on parle de quelqu'un qui est aujourd'hui suspecté de harcèlement sexuel. Et on va me dire, ah ouais, mais il n'y a pas d'enquête au moins, alors que Chalureau, il y en a une. Ben ouais, mais en même temps, si vous faites vos enquêtes internes, c'est sûr, des enquêtes, il n'y en aura jamais. Donc au bout d'un moment, la France insoumise, dans son fonctionnement médiatique, pour moi, je trouve ça tout à fait scandaleux. Pierre 3167 qui dit, pourquoi tu en parles alors, parce que tout simplement je fais ce que je veux, cher ami, hein, ne l'oublions pas quand même. Et tu dis, le silence et le PRMRI, je sais pas ce que tu veux dire, tu connais pas, point d'interrogation. On va peut-être se détendre, hein, mon Pierrot, peut-être détendre, parce que toujours rappeler que c'est le juste bistrot, c'est l'esprit canaille, et on parle autrement. Voilà, on se détend, hein, on est entre copains, hein, on se calme, on n'est pas d'accord, mais faut quand même pas oublier que c'est mon émission. Ça, c'est important.
le silence et le mépris, j'imagine, tu veux dire. Non, mais justement, je connais, alors écrit, bien écrit, je connais, mais en fait, c'est surtout que je traite les sujets comme je l'entends. Donc, si tu as des arguments, on peut en parler avec grand plaisir, mais il faut se détendre. Voilà, on est en famille, on est entre copains, pardi. On va pas commencer à mettre des tensions, ça va. Damevla qui dit encore une diversion médiatique pour éviter les vrais sujets que devraient aborder les polémiques. Je suis tout à fait d'accord. Et Kiwi87 qui dit qu'en pense Alexis, mais je serais ravi d'en papoter avec lui. C'est vrai qu'Alexis, l'ami Alexis Poulain du Monde Moderne que j'embrasse, a peut-être des accointances un peu plus marquées que moi avec la France Insoumise, mais c'est pas pour autant qu'on débat ensemble. Et d'ailleurs, l'alerte générale revient très très vite. Il y a moyen que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine. On n'a pas encore la date, mais ça arrive très vite. Et j'espère qu'on en parlera, qu'on en papotera ensemble, parce que c'est intéressant et c'est aussi pour ça que c'est l'alerte générale. Je vous mets donc la réaction de Philippe Saint-André, et après on continue. Ce qui m'énerve énormément, c'est le timing. Chalureau, sa première sélection, c'est le 12 novembre 2022. Donc s'il y avait un problème, pourquoi on n'est pas venu à ce moment-là? Deuxièmement, il y a eu une annonce de l'équipe de France d'une liste de 42 joueurs au mois de juin. S'il y avait un problème Chalureau, pourquoi ces personnes ne sont pas venues au mois de juin? Là, on essaye de déstabiliser l'équipe de France à 5 jours d'une compétition, d'une Coupe du Monde. Déjà, Fabien Galtier et tout son effectif, il va falloir sortir la Nouvelle-Zélande, va falloir, si on veut être champion du monde, gagner les Irlandais, sortir l'Afrique du Sud. Et nous, on prend un coup de couteau de la part de nos politiques à 5 jours d'une compétition. Alors après, oui, il y a un fait Chalureau, et moi je suis bien au courant parce que je l'ai récupéré à Montpellier alors qu'il avait été écarté de Toulouse. Donc on connaît qu'il y a un problème, qu'il a eu un passé, comme on dit, il a fait appel. Mais par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est le timing. Le timing, là, on a besoin de faire bloc derrière cette équipe de France. La justice est là pour se prononcer. Il a fait appel, et puis voilà, c'est tout. On va pas rejuger jamais. Si un mec il est suspendu par la justice, il est suspendu. Il n'a pas le droit d'avoir un autre procès, que les gens fassent un concours d'indignation et disent ah mais nous on veut aussi le punir là-dessus. Mais qui fait ça? Deux députés pour se faire remarquer. Ils sont moins vaillants pour découper ceux de leur bord quand ils font les conneries. Donc écoute-moi, il y a la justice, laisse-le faire. Qui sont ces gens qui font un concours d'indignés? Alors par contre, va falloir. Alors, je suis d'accord avec eux, c'est ce qu'on disait. Mais par contre, alors j'aimerais soulever un véritable débat avant de parler de la corruption en Ukraine. Il y a un problème de lunettes dans le rugby. Et je crois qu'ils ont un problème de lunettes. Ah, je vous le dis, des figures marquantes du rugby français ont des lunettes dégueulasses. Là, par exemple, Vincent Moscato, donc le Moscato Show, on adore l'émission, c'est vraiment que du plaisir, a des lunettes sans branches. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer quelques modèles. Je vais vous montrer. Il y a un vrai problème. Ça, c'est un vrai sujet. Par exemple, j'aimerais des députés qui parlent de ça. Moscato, il a des lunettes sans branches. Vous avez Christophe Fourios. Alors lui, il a des lunettes avec des branches à l'envers. On comprend pas. On sait pas comment ça fonctionne, tu vois. Le modèle actuel, c'est celui-là. On sait pas. Alors, j'irai pas leur dire, hein, parce que souvent, ce sont des costauds en plus. Fabien Galtier, à mon avis, son opticien, c'est un carglass dans l'Aubrac. Personne n'a des lunettes comme ça. Personne ne fait ça. C'est un masque de super-héros, tu vois, avec en plus vert teinté. Voilà. Personne n'a des lunettes comme ça. Tu sais pas où on en est, en fait. Il y a un problème de lunettes dans le rugby. Je le dis, il faut faire quelque chose. Si on a des députés qui ont envie de faire leur boulot, emparez-vous de ce problème. Emparez-vous de ce problème. C'est le plus important. Alors, on enchaîne les copains pour boucler tous les sujets. Alors j'aime beaucoup, alors ça c'est un truc qui m'énerve, enfin c'est tout à fait gentil, il n'y a pas de problème, mais voilà, je le dis en direct, c'est gentil comme tout, il n'y a pas de problème, merci pour le relais, mais ça c'est un truc qui m'énerve un petit peu. Un compte Twitter, Véritiste, alors je sais pas, je ne connais pas le monsieur, c'est gentil comme tout, qui partage un extrait du Juste Bistrot, il n'y a pas de tag, il n'y a que dalle, c'est gratos, tu vois, ça m'emmerde un peu, tu vois. Normalement on est dans l'esprit du beau jeu, on est dans l'esprit du fair play. Hein, quand tu manges une bonne baguette, que tu es content, que tu en parles à ton voisin, tu donnes l'adresse du boulanger. Sinon, il est bien content que tu aies mangé une bonne baguette, mais on s'en bat les couilles. Ça, voilà.
Véritier, si tu nous entends, mets un petit tag, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Sinon, c'est de l'appropriation culturelle. Merci à Notizzi, on vient de se faire raider la gueule. On a pris un raid, merci à l'ami Notizzi, merci beaucoup. Hein, on a 79 personnes qui sont arrivées, comme on est en Suisse. Merci beaucoup, cher ami, bienvenue à tous. S'il y a des petits nouveaux, on va enchaîner donc avec la corruption en Ukraine. C'est l'un des autres sujets que je voulais évoquer avec vous. Un article du Figaro ce matin. Ils nous ont mis bien. Ils nous ont mis tarpin bien. On apprend encore de belles choses. On apprend de belles choses. Ukraine, le ministre de la Défense, empêtré dans les scandales. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Salut à mon Crapouillot que je vois dans le chat. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, cher ami Crapouillot. Je le redis, allez voir l'interview de Pierre-Yves Rougeron chez l'ami Crapouillot. Il y a le replay sur YouTube si je dis pas de conneries. C'est génial. J'espère que tu vas bien. Donc on nous dit Oleksiy Reznikov pourrait quitter son poste après un nouveau scandale de malversation. Merde. Alors moi j'étais ce matin, tu vois, Madame Milieu elle me dit ouais tu veux un café. J'ai dit attends. Peut-être de la corruption en Ukraine. Ah, il m'a dit attends, oui, effectivement, je vais éteindre la machine à café. Parce que là c'est chaud. Là, c'est très très chaud. Et ils nous ont expliqué. Je vous lis l'affaire, le résumé de l'affaire. Alors, c'est un poil malsain. Un poil. On parle, je le redis, Oleksiy Reznikov, ministre de la Défense. Donc, il a un bon poste, puis c'est un membre proche du gouvernement, hein, proche de Volodymyr Zelensky, c'est ministre de la Défense, c'est pas un éléphant. En janvier 2023, une affaire de rations alimentaires surfacturées à l'armée, notamment des œufs à 40 centimes l'unité, avait déjà fait grand bruit. 6 mois plus tard, une autre affaire ébranle à nouveau ce ministre, concernant cette fois l'approvisionnement de treillis. À l'été 2022, le ministère de la Défense a en effet affirmé avoir acheté auprès d'une entreprise turque près de 233 000 vestes d'hiver pour 18,5 millions de dollars. Mais selon des documents transmis à des lanceurs d'alerte, des douanes à des journalistes, des vestes d'été moins chaudes que celles qui auraient dû être commandées, d'une valeur de 131 000 euros, sortant de Turquie, se sont transformées sur le papier en manteaux coupe-vent d'hiver à 390 000 euros une fois arrivés en Ukraine. Les vestes payées à prix gonflé seraient donc aussi de moindre qualité que les produits commandés. Des profiteurs de guerre se seraient enrichis sur le dos de soldats grelottants dans les tranchées, conclut l'enquête journalistique de l'hebdomadaire Zerkalo Tijnia. Voilà. Donc c'est pas beau. C'est pas beau. Et on a appris que le ministère de la Défense travaille à huis clos pendant la loi martiale pour des raisons évidentes. Mais la question de savoir si l'achat de nourriture ou de vêtements pour les militaires doit être classifié est discutable, car le secret défense rend des abus possibles, estime le journaliste Mikhailo Kash, qui a mené l'enquête. Tu vois. À demain. Ouais. J'ai une question. Ouais. T'as une miniature. T'as besoin pour ce soir. Demain, tranquille. T'inquiète, je le mettrai dans le... T'inquiète pas. Magnifique. À demain. Allez, bleu, comme on dit. Rendez-vous sur Jeux de Culture demain. Ça va bosser. C'est le casse-croûte. Ça va envoyer du bois. Allez, salut le roi du sandwich. Donc, encore une affaire sidérante, une affaire terrible. Et on a un autre élément pour vous dire. On a appris... D'ailleurs, oui, toujours sur cette histoire de veste, pour boucler la boucle, 2 semaines plus tard, l'Ukraïanska Pravda et le Centre d'action anticorruption, une ONG ukrainienne, ont révélé que l'un des propriétaires de l'entreprise turque, jusqu'en février de cette année, est un ancien handballeur de 26 ans, neveu d'un député du parti de président de Volodymyr Zelensky. Merde. C'est fou, ça. C'est dingue, hein. Et tu vois, pourtant, c'est quand même dingo parce qu'ils avaient dit au départ, ça va. Hein. Ils nous avaient assuré que ça va. Que il peut pas y avoir de corruption, de tout. Il n'y avait pas, en fait. C'était du pur complotisme. Donc moi, je savais pas. Et là, c'est vrai que de voir ça, ça m'a fait tout bizarre. Hein. Ça m'a fait tout bizarre. Hein. Vraiment, j'étais saisi. J'étais saisi par cette information. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Donc, alors, une fois de plus, c'est l'esprit juste milieu, vous savez, hein, vous êtes rodés, hein, mais
Bien sûr. Ah, tu vois, je vaille. Tout n'est pas que corruption en Ukraine, qu'on soit bien d'accord. C'est comme d'habitude, hein, le juste équilibre dans l'info. Tout n'est pas corruption en Ukraine, mais par contre, depuis le début, le narratif qui tentait de nous faire croire qu'il n'y en avait absolument pas, ça a pris du plomb dans l'aile. Hein. To take some plum in the hell. Parce que, in the wing d'ailleurs, chicken wing, ça vient de là. Ouais, je prenais un petit mot, c'est normal, hein, il en faut pour tout le monde. Hein. Donc, non, ça m'embête. Et en même temps, je prends un message de Stealth 5, hein, je trouve, qui est tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord hein, dans le chat. Hein. Pourquoi on ne laisse pas tranquille et être corrompu tranquille? Ouais, ils ont raison. Je suis complètement d'accord. C'est vrai. Pourquoi on les laisse pas tranquilles? Non, moi, ça me turlupine. Franchement, ça me turlupine un petit peu. Donc bon, voilà un petit peu, les amis, sur cette actualité, hein, sur cette actualité-là. Ukraine et corruption à tous les étages. Voilà, ça continue. Et on va finir. Joli, c'était le grand thème. On a déjà passé 18 heures. Ça va à une vitesse, putain. C'est fou. Franchement, c'est fou. Ça va vite. Hein. Ça va vite. Ah, putain, d'ailleurs, il y a Emmanuel Macron chez Hugo Décrypte. Oh là 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 là. Allez, la concurrence. Hein. 27 000, regarde. 27 000 personnes. Allez, je vais pas me le fader. Je vous le dis, je vais pas me le fader. Je vais pas y arriver. Je peux pas suivre sinon. Ouais, alors, petite parenthèse avant de parler de la Baïa, mais Hugo Décrypte, c'est dommage parce que franchement, un jeune qui parle aux jeunes, qui fait un super boulot, mais de le voir aussi inféodé, c'est-à-dire faire partie d'une mécanique de propagande assez claire où il devient un BFM pour les jeunes, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, tant mieux pour lui et bonne route, hein, c'est le taulier. Hein. Mais honnêtement, je trouve ça dingue, quoi. Honnêtement, je trouve ça dingue. Stealth 5 qui dit bon, pour les invités, ça te dit Dupontel ou Booba. C'est pas que ça me dit, c'est que j'en rêverais bien évidemment d'avoir les deux. Alors, pas en même temps, mais de pouvoir papoter avec eux sur Juste Milieu. Pour finir, les amis, je voulais parler de l'histoire de la Baïa. Alors, on va pas refaire 1000 choses, on en a parlé la semaine dernière. LFI qui n'est même pas raccord, enfin, on a eu... Tu vois, je baille, c'est fou ça, putain, je suis fatigué. Alors, Donna Sissi, c'est intéressant comme débat. Je continue là-dessus, après on finit sur la Baïa. Donna Sissi qui dit « Honnêtement, Rémi, on te l'aurait proposé, tu l'aurais fait. Je l'aurais fait si l'interview avait eu lieu... Alors déjà, bon, c'est pas tout de suite qu'on va me le proposer, mais je l'aurais fait à la condition que cela fût en direct et avec des questions non préparées à l'avance. Donc, c'est-à-dire que je ne l'aurais pas fait. C'est ça le problème. Si vous voulez, aujourd'hui, Emmanuel Macron, quand il passe sur BFM TV, quand il passe dans un média traditionnel, on sait que tout est passé, repassé, revérifié, recalibré. Donc là, que Hugo Décrypte, en plus sur un sujet qui est celui des jeunes, qui est celui de son audience, et où franchement, il va devoir se plier, il va devoir malheureusement, je le pense sincèrement, je ne vois pas Hugo Décrypte ce soir poser des questions sur le nombre d'étudiants qui crèvent la dalle qui a explosé, sur tout ça, je ne suis pas certain en fait, si tu veux. Donc, et j'espère me planter, j'espère franchement me planter. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui est en perdition, qui nous expliquait que les réseaux sociaux pouvaient être dangereux, que les jeunes étaient intoxiqués par les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, il va où? Il va chez Hugo Décrypte. Donc, je n'y crois plus. Honnêtement, je n'y crois plus. C'est sidérant, et c'est même dommage en vérité pour lui qui fait un super boulot, je trouve que c'est vraiment chouette cette capacité à parler aux jeunes. Il a une rédaction, ils sont quasiment une dizaine je crois, mais au fond c'est une pièce du puzzle. McFly et Carlito c'était pareil. McFly et Carlito, au fond, ils ont fini derrière à faire une chanson parodique à la con, et Macron leur a rendu hommage le même jour qu'un hommage à Samuel Paty. Là, pour le coup, je crois que la décence commande, si j'avais été McFly et Carlito, de prendre de la distance et de dire on trouve assez lamentable l'hommage qui a été fait. Et en fait, bubule. Donc, non, honnêtement, je trouve ça vraiment dommage.
c'est faire prendre des vessies pour des lanternes et faire croire aux gens que parce qu'on est sur TikTok ou Twitter, des supports que le président lui-même, enfin des supports sur lesquels le président lui-même a chié, c'est parce qu'on est là-bas que tout se passe bien et que du coup c'est différent avec les jeunes qui balancent. Pauvre Hugo Décrypte, il va pas, je crois pas qu'il va faire grand-chose. Donc pour finir les amis, avec cette histoire d'Abaya, on va faire vite, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. La France Insoumise et la NUPES plus largement, qui n'ont pas réussi à tromper le peuple, qui ont tenté de faire croire que ça n'avait rien à voir. Un coup c'était religieux, un coup c'était pas religieux, enfin bref. La soupe habituelle, sauf que malheureusement, l'abaya est tellement pas un symbole religieux, une tenue religieuse, qu'elle était obligatoire pour les femmes en Arabie Saoudite jusqu'en 2018. Alors, on a une modernisation de la société en Arabie Saoudite, en tout cas telle que présentée, qui a fait que désormais la tenue était recommandée, je crois, fortement recommandée, mais n'était plus obligatoire. Donc bon, bref, un pays régi par la charia qui impose cette tenue. Si vous n'y voyez pas de lien entre la tenue et la religion, après, bon, c'est la vie. Et donc, c'était tellement pas religieux que Jean-Luc Mélenchon avait tweeté la semaine dernière en disant que la décision de Gabriel Attal d'interdire l'abaya à l'école était une guerre de religion cosmétique, je cite, ou artificielle d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises. Je retrouve le tweet pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Voilà, une guerre de religion artificielle, c'est bien ça. Guerre de religion artificielle dénoncée par Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est tellement pas religieux qu'il y a une guerre de religion. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Énième écran de fumée du gouvernement, parce que pendant qu'on parle de ça, en tentant de faire croire que l'abaya est le problème qui nuit à la laïcité aujourd'hui, alors que Le Figaro de ce matin parlait d'un sondage qui mettait en avant le fait que 52% des professeurs français se censuraient dans leur enseignement parce qu'ils faisaient face à des dénis d'enseignement, c'est-à-dire des élèves qui leur expliquaient qu'ils avaient tort, qu'ils se trompaient, qu'ils n'avaient pas le droit d'aborder tel ou tel sujet. Et on vous dit l'abaya est le problème. À tous les niveaux, c'est ridicule. Aussi bien du côté du gouvernement qui tente quelque chose pour faire croire que du côté des oppositions qui réagissent en jouant au courageux, alors qu'en fait, ils semblent se travestir en petits soldats d'une cause qui les dépasse grandement. Donc, bref, voilà un petit peu sur ce point-là. On a eu aujourd'hui deux nouveaux éléments qui sont dingues. On a appris par Libération, je vous lis, c'est un article dans Libération d'aujourd'hui, je vous lis, le début de l'article, c'est signé Cécile Bourgneuf, journaliste au service société. En fin de journée samedi, ce texto: bonjour, si vous avez prévu de faire un reportage dans un établissement lundi, sachez que nous avons ouvert les portes de 8 établissements partout en France qui sont confrontés au problème de l'abaya. Dites-moi si vous êtes intéressé. Ainsi, ce message qui vient du cabinet du ministre de l'Éducation nationale invite, pour ne pas dire incite, les médias à suivre la rentrée scolaire de 12 millions d'élèves par le prisme de quelques jeunes filles portant l'abaya, cette tenue traditionnelle couvrant le corps venu du Moyen-Orient et que Gabriel Attal a décidé d'interdire ce lundi. Donc on a le cabinet de Gabriel Attal qui contacte des journalistes pour leur dire « venez dans des écoles où il y a des histoires d'abaya et tout ». Donc c'est hallucinant. Mais c'est vraiment... on comprend en fait la machinerie de ce débat qui ne s'impose pas par lui-même dans la société, qui ne s'impose pas naturellement par les réactions des citoyens, par les volontés des citoyens et compagnie. Donc c'est sidérant, avec des médias qui n'hésitent plus à contacter directement des journalistes pour exécuter leurs ordres et compagnie. On voit bien que c'est de la propagande. C'est de la propagande claire pour alimenter un écran de fumée sur lequel le gouvernement ne se cache même plus. Donc c'est complètement fou. Rajouter à cela des interventions médiatiques. On a par exemple une dame qui s'appelle Samia Essaba, enseignante engagée dans le Vivre Ensemble, qui nous a expliqué ceci concernant l'abaya. En cette rentrée, il y a l'abaya à l'école. Et voilà. Sur France Inter, radio publique, quelqu'un qui vient vous dire ça. On pourrait passer 3 heures sur cette déclaration. Parce qu'on l'achète chez H&M et Zara, c'est pas communautaire. C'est bien pour ça que Decathlon avait vendu un hijab de running, le fameux débat qui avait déjà eu lieu. Enfin, c'est déplorable, c'est déplorable. Vraiment, je ne veux pas faire insulte à cette dame, professeure de surcroît, donc qui bien sûr connaît bien plus la question de l'enseignement et tout ça que moi, évidemment.
Merci beaucoup à Maya Labeille 222 qui vient de subprime, 9e mois, merci beaucoup. Je ne veux pas faire insulte à cette dame, mais sincèrement, comment peut-on dire ça sur la radio publique, quoi ? Déjà que le gouvernement n'a pas besoin de médias pour faire sa propagande, enfin si, en l'occurrence, déjà qu'ils sont bien aux ordres, vous ne pouvez pas en plus inviter le peu de nuances que le débat vous laisse et inviter des gens qui vont vous dire ça. C'est sidérant. Mais rien ne va. Ah oui, mais l'abaya apparaît avec le fait que les jeunes filles veulent couvrir leur corps parce que les mots des garçons sont déplacés, désobligeants. Bah oui, parce qu'avant, c'était Donjon, en fait. Il n'y a que eu Donjon. C'est pour ça que l'abaya, en fait, est apparue avec l'école primaire. Mais c'est... Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Sincèrement, et sur le service public. Sur le service public qui... semble avoir pris position sur la question, soyons clairs. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Je sais pas quoi vous dire. Je suis sidéré, en fait, par ce débat où rien ne va depuis le début. Le gouvernement prétend agir avec un sujet qui n'est pas le bon. Les oppositions qui occupent le terrain médiatique alors que la situation pour les citoyens ne fait qu'empirer, des experts qui viennent... Et une normalisation de cette question religieuse à l'école, c'est surtout ça. Il faut aussi mettre les pieds dans le plat. Il y a une normalisation de ça. Bien sûr que l'abaya est un vêtement lié à une religion. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est écrit dans le Coran qu'il faut la porter, mais c'est bien sûr lié à une religion. On ne peut pas le nier. Comme quand vous achetez une croix... Que vous pouvez acheter dans Claire's, dans des magasins à la con, avec des bijoux en toc, que vous mettez une croix pour aller en boîte de nuit, quand vous voyez des rappeurs qui mettent des croix, qui viendra expliquer que c'est juste de la maroquinerie à bas prix. Il faut arrêter les conneries. On est dans toujours cette réflexion-là de ne pas voir ce qu'on voit. Et aujourd'hui, c'est clair. Vous faites un débat... On est à un tel niveau de négation du réel que bientôt on va vous dire la kippa, faut voir. C'est pas si sûr. C'est une normalisation de la question religieuse. Et c'est une normalisation qui se pose surtout par rapport à l'islam. Par rapport à la question de l'islam, parce qu'il y a de plus en plus de pratiquants. C'est un constat, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais là, on voit des gens qui ouvertement... ferment les yeux et qui refusent de reconnaître l'aspect religieux. C'est pas parce qu'on le reconnaît que tout de suite c'est gravissime et qu'il faut faire revenir Charles Martel. Il ne faut pas non plus faire croire n'importe quoi aux gens. Bien sûr qu'il y a aussi une question de mode, il y a une question de tout ça. Les arguments s'entendent. Mais je veux dire, en arriver à nier le point de départ pour éviter d'être courageux sur le sujet et surtout concernant la France insoumise pour ne pas perdre du poids électoral... C'est dramatique. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce sujet-là, les amis. Et on va finir avec une séquence pour finir de vous rendre grognon, parce que la semaine est extrêmement chargée. Rappelez-vous, on vous avait dit, d'ailleurs on finira là-dessus, les amis, on finit sur une séquence aujourd'hui qui résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, la mauvaise foi, la saloperie et le faux visage de notre époque. On finira sur cette séquence. Voilà, je vous dis au revoir aujourd'hui, les amis. Alors, il y a... Elfie Labelle, c'est vrai que c'est intéressant, peut-être qu'on en parlera demain. Ce qui est drôle, c'est que ce débat permet de trouver la solution facile, l'uniforme. Ça fait tellement longtemps qu'on entend parler du retour de l'uniforme. Ce débat tombe bien, mais même ça, je trouve, cher Elfie Labelle, je trouve que c'est nul et non avenu. Parce que si l'uniforme n'est pas appliqué, on va faire comment ? On en reviendra au même point et l'uniforme ne sera pas respecté dans toute la France. C'est pour ça, même ce débat, l'uniforme, est nul et non avenu. Vous n'arrivez même pas... aujourd'hui en France, on n'arrive pas à faire respecter l'enseignement de certains points de programme, et notamment en histoire. Et on pense qu'on va faire respecter le port d'un uniforme. Vous allez faire quoi pour le respecter ? Le GIGN, le RAID, la BRI ? C'est absurde de se raccrocher à ça. Ça ne prendra pas. L'idée est bonne. Mais l'idée peut être bonne à une autre époque, dans une autre France, mais ça ne prendra pas. C'est inapplicable. Alors, dans les lycées à Versailles, on a peu de doutes, mais vous pensez sincèrement qu'en Seine-Saint-Denis, on va faire respecter le port de l'uniforme ? Soyons sérieux. Donc, ça me rassure pas vraiment. Et donc voilà un petit peu, les amis, mais on en reparlera peut-être demain de l'uniforme, à mon avis. Les journaux devraient en papoter.
Voilà, les copains, ce qu'on pouvait se dire, je vous donne rendez-vous demain, 16h45, même heure, même endroit. Énorme semaine, hein, direction vendredi, France-Nouvelle-Zélande pour le rugby. On va se régaler, ça va être que du plaisir. En attendant, rendez-vous demain pour la farce tranquille, les copains. Et je vous laisse sur une séquence qui symbolise tout ce qu'on s'est dit. Voilà, hein, c'est la mauvaise foi de notre époque, tout ce qu'on veut. Il ne faut pas politiser le sport. Voilà ce qu'a fait aujourd'hui notre président de la République. Je vous embrasse les copains demain. Vive la rigolade et vive la France. Moi, je voulais être parmi vous en ce début de semaine, parce qu'évidemment, vendredi commence un rendez-vous important. Je ne suis pas là pour vous mettre la pression, vous avez besoin de personne pour ça. J'avais juste, moi, quelques mots à vous dire. Le premier, c'est que vous avez tout le monde derrière vous ici à la maison. C'est une chance inouïe pour une génération qui est la vôtre de participer à une Coupe du Monde, mais de le faire à domicile. C'est une chance, un privilège. Beaucoup de devoirs qui vont avec. Et donc sachez aussi, pour rappeler à chaque instant que vous êtes à la maison avec 67 millions de Français qui sont derrière vous. Et prenez du plaisir. La deuxième chose, c'est que vous êtes l'équipe la mieux préparée au monde. Ça fait 4 ans que vous avez un coach, une équipe technique, tout un staff qui, avec vous, quelles que soient les générations, vous préparez pour cette coupe. Et donc, il y a des ajustements à faire à chaque fois.